Baruch Ata Adonai. Baruch Rabba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Rabba Yerushalayim. Je dois avouer, Samuel, que ton choix de musique d'ouverture est assez exceptionnel. Ah ouais. Le grand Alpha Blondy. Eh oui. Alpha Blondy. Est-ce que Alpha Blondy appartient à la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on pourrait le dire, c'est la fierté de la Côte d'Ivoire, mais il appartient au monde. Pour moi, c'est le plus grand artiste, pas ivoirien, hein. C'est-à-dire que même dans la musique, Ben ouais. il est tout là-haut, Carrément. C'est la planète qui salue l'immensité de son talent. Ce sont ces chansons-là qui nous connectent. Il est Internet avant Internet, en fait. Beaucoup de gens disent que un sportif comme Didier Drogba a permis de situer la Côte d'Ivoire sur le il y en a un invité, on va le présenter tout à l'heure, il est en train de rigoler quand je dis ça, que Didier Drogba a positionné la Côte d'Ivoire sur la carte. Mais moi, j'ai vraiment tendance à croire que c'est plus dans la culture, comme la musique, surtout le reggae, les valeurs que le reggae véhicule. Ouais. Un artiste comme Alpha Blondy a plus positionné la Côte d'Ivoire sur le monde que quiconque. Après, c'est relatif, parce que justement, au temps où Alpha était en train de véritablement positionner la Côte d'Ivoire, à ce niveau-là, le football n'avait pas encore connu véritablement cette ascension-là. Donc du coup, avec, on dirait, cette popularité du foot qui a fini par interconnecter tous les amoureux, ils focalisent leur attention sur Didier Drogba. Ouais. Et la nouvelle génération d'ailleurs se dit Didier Drogba. Mais pour plusieurs, Alpha Blondy, c'est en griffe le petit frère de Bob Marley. Et on a donc cette toile qui s'est tissée. Et la Côte d'Ivoire, à travers le drapeau ivoirien qu'il a présenté sur toutes les scènes mondiales où il a joué quand même si les gens ne savaient pas où était situé ce pays, mais savaient la richesse de ce pays à travers cet artiste. Grâce au reggae ivoirien, et il a été le porte-drapeau du reggae même africain. Qui est un style complètement différent du reggae jamaïcain, et surtout des sujets auxquels Alpha Blondy, pendant toute sa carrière, a abordé dans toutes ses chansons. Et Jérusalem est pour moi le parfait exemple de l'importance de l'opinion et de l'avis de l'Afrique sur ce qui se passe dans le monde. Et encore plus aujourd'hui, l'Afrique a son mot à dire sur ce qui se passe et ce qui va se passer dans le futur pour nos jeunes et futures générations à venir. Chers auditeurs, bienvenue à Abidjan Talk Live, nouvel épisode, jingle. Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Abidjan Talk Live est le seul podcast qui vous fera décapsuler votre bière et soulagera tous vos communs. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville, venez découvrir toutes les actualités et les histoires qui comptent.
Samuel, je te vois tout sourire à l'écoute de ce J'ai jingle. juste envie d'applaudir. C'est trop top. C'est trop top. J'ai écrit les paroles du jingle. Ah ouais? Ouais. Mais vraiment, les vendredis, laisser les gourmets, tout ça. Mais écoute, c'est le début du week-end. Ah, c'est clair. C'est le début du week-end. Bon, introduction très, très inspirante avec Alpha Blondy. Ouais, super. Bienvenue à toi, Samuel. Merci beaucoup, Farid. Merci pour l'invitation. Bienvenue à toi, Roméo. Merci Farid. Ça va? Tranquille. Ouais, tu as aussi kiffé Alpha Blondy? Oui, mais quand on parle de musique en Côte d'Ivoire, c'est le porte-flambeau, c'est la voix et la personne. Aujourd'hui, la musique ivoirienne est, on va dire, éponyme d'Alpha Blondy. Quand on parle de musique, c'est lui, il est intergénérationnel. Il a fait tous les genres musicaux, il a fait tout ce qu'il peut imaginer comme feat. Là, il est en train de préparer un feat avec Didi B qui sort bientôt. On a vu, j'ai vu aujourd'hui Voilà, des images du clip. du clip. Ouais. Le teaser est déjà sorti. Donc, quand quelqu'un comme ça arrive à se mettre dans la peau du Maïmouna qui vient de sortir, il y a de la qualité. Extraordinaire. Ouais. Et puis, on a un troisième invité, cher auditeur, Mr. Salif. Yeah. J'ai adoré. Yeah. Yeah, ok. Là, tu nous l'as fait Yeah. à la Johnny ou... À la Jagger. À la Ouais. Jagger. Ah ouais, à la Jagger. À la c'est ça? Jagger. Yeah, yeah. Yeah. Ça va, You Salif? know? Yeah, I know. Ça va? Ça va. Bienvenue Merci. à Abidjan Talk Live. Je suis déjà là. Je sais que tu es là. Tu es un habitué de ce studio. Vraiment. Je sais que tu es aussi un habitué de l'écoute. J'écoute et je suis fan. Ouais. J'aime ce que j'entends. Belle ambiance depuis le studio. Ouais. Qu'on devrait rebaptiser. Tu sais comment? Ah ouais, dites-nous tout. Dites-nous tout. Tu sais, les auditeurs s'imaginent plein de choses. Hein. Ouais. Parce que là, pour le moment, on résonne dans leur voix. Alors, soit ils sont dans leur voiture, dans les embouteillages. Malheureusement, Abidjan, aujourd'hui, est une ville super embouteillée pour nos auditeurs ivoiriens. Nos auditeurs sont en majorité en Côte d'Ivoire, un peu plus de 60%. On a aussi des auditeurs français, canadiens et des pays de la sous-région et même du Maghreb. Donc, ils sont dans nos oreilles, là. Enfin, on est plutôt dans leurs oreilles. Alors, ça va être soit dans leur voiture, soit chez eux à la maison, soit avec des amis en train d'écouter le podcast. Et ils vont s'imaginer des trucs. Donc, le studio, il est cool. Oui, il est cool, il est parfait. OK. Qu'est-ce qui manque? Il manque rien. Bon, ça va alors. Mais on continue de réfléchir. On continue de réfléchir. Non, on va continuer à réfléchir. Je sais que tu écoutes le podcast. Ouais. Tu écoutes beaucoup. Tu es à jour dans les épisodes. Je ne suis pas encore à jour. Il me reste deux à écouter. Ouais. Tu veux réagir sur un épisode que tu as écouté récemment? L'épisode avec Ange Freddy. Ouais. On salue au passage. Parce qu'il écoute, il écoute beaucoup le podcast. Il a beaucoup aimé le principe du podcast. J'ai été énormément instruit sur la personne. Ouais. Je ne savais pas qu'il était aussi cultivé. Et j'ai été agréablement surpris de constater qu'il avait une certaine connaissance sur les questions d'actualité, de débat, de culture, de société. J'ai vraiment kiffé. C'est important parce que beaucoup de gens voient un reflet de ce qu'ils ont envie de montrer, mais très souvent, on ne voit pas aussi tout le travail qui est fait en amont ou la culture que cette personne peut avoir. Et c'est important. J'espère qu'il a entendu le message et je suis sûr que ça lui fera très, très, très plaisir. Ouais. Donc, bienvenue à vous trois. C'est vraiment... cher auditeur, je t'explique, ce sont trois grands monsieur quand je dis grands, ils sont grands, mais aussi par le talent que j'ai en face de moi. Parce que... Gros aussi? Non, c'est vrai. Mais je crois que moi, je suis plus de... Non, voilà. Non, toi, tu es bien entouré. Gros. Écoute, ça, chacun se voit comme il a envie de se voir. Voilà, là, encore une fois, je vois que Salif, il va susciter l'imaginaire de nos auditeurs. Ils vont commencer à imaginer ta voix, ils vont commencer à te dessiner. Tu sais, nous aussi, on fait beaucoup de blagues. Des fois, on met dans l'imaginaire de l'auditeur un invité ou un intervenant, comme quoi il est déguisé en quelque chose. Je pense notamment à Azul et à Kinte qui ont l'habitude de m'accompagner sur ce podcast et qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais on peut même t'imaginer déguisé. Tu serais déguisé en quoi, par exemple? En supporter ivoirien prêt pour la CAN avec tout l'attirail du supporter des éléphants? Comme le Camerounais, là. Pourquoi ne pas fabriquer
une moto avec un éléphant. Ouais, pourquoi pas. J'ai vu ça à Ouagadougou. Ah Et oui, j'ai vraiment aimé un supporter qui a fabriqué un étalon, un cheval, et qui s'assoit sur la moto et il a cherché tout le bruitage. Hein. Ouais. Alors, donc pendant qu'il est en train de ronfler, c'est plutôt le bruit d'un cheval qu'on entend, quoi. Le fanatisme du sport va jusqu'à développer la créativité. Et toi, Roméo, tu connais un peu le podcast ou tu découvres en même temps que tu enregistres? Je le découvre. Ouais. Je le découvre avec énormément de plaisir, déjà avec la qualité du matériel. Assez simple, mais high-tech. C'est gentil. Et puis une passion que je ne savais pas ouais, de toi. Sais. Et puis voilà, les sujets, la manière de tenir l'antenne. Plaisant. Non, je vais pas prendre votre poste ni votre rôle. Hein. Moi, quand je vous vois, surtout quand j'ai l'honneur d'être invité par monsieur Salif, qui est ici à côté, que je ne vais pas regarder, quand j'ai l'honneur d'être invité... l'honneur d'être invité et que j'attends que vous achevez de parcourir toute l'actualité sportive. Hein. Auditeur, si tu ne reconnais pas les voix, c'est que ce sont les grandes voix du sport de ce pays qui sont présents dans ce studio. Quand je vous regarde en train de parcourir toute l'actualité sportive, moi, je suis comme un enfant à l'école, quoi. Je vous regarde avec vos notes, j'apprends beaucoup, en vrai, hein, j'apprends beaucoup. Moi, je reste amateur, Roméo, je reste amateur parce que c'est quelque chose que je fais par passion. C'est juste, j'ai juste la prétention de pouvoir... prendre du plaisir. Mais il n'y a rien de plus important que cela, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est assez respectueux et émerveillé de voir que tu fais cela. Tu as la chance au-delà de tes charges nombreuses, au-delà de ton emploi du temps hyper full, de vivre ta passion. Donc imagine, en plus, c'est une autre passion que tu es en train de vivre. Oui. Parce qu'il y a une première, on la connaît. Le sport mécanique. Ouais. Voilà, le sport mécanique. Mais... pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'ai toujours baigné dans l'audio, dans la musique, dans l'audio, dans la production. D'accord. J'ai toujours baigné dans ça. J'ai été disc jockey pendant très longtemps à Abidjan. J'ai fait mes premières armes à Abidjan. Alors, on organisait des soirées avec les 33 à 45 tours, donc les platines vinyles. Ouais. Et c'est déjà une époque qui aujourd'hui appartient aux puritains, comme on peut les appeler, aux puristes plutôt, qui aiment la musique à l'ancienne. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile avec une clé USB ou une micro SD. On peut stocker énormément de données, mais avant, on devait déplacer énormément de matériel. Donc non, j'aime ça, réellement, j'aime ça. Et puis, je n'ai pas honte de le dire. Je regarde quand vous exercez et j'apprends. Ouais. La dernière fois au studio, j'étais en train de vous regarder. Je regardais les notes, je regardais Roméo. Je maîtrisais son sujet. Je regardais comment les réglages se faisaient avec les ingés qui venaient. J'ai oublié le nom du monsieur qui rentrait, qui sortait. Mais voilà, modestement. Et puis après, on ne sait pas hein, sur quoi ça peut déboucher. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que toute chose doit être faite avec passion. Oui. S'il n'y a pas de passion, ça ne démarre pas. Donc aujourd'hui, on se rencontre pour parler de pas mal de sujets assez intéressants et diversifiés pour cet épisode-là. Et on voulait ensemble explorer les différentes facettes alors de sujets qui peuvent faire peur ou qui peuvent peut-être susciter à l'auditeur l'interrogation de savoir si on va être sincère ou pas. Mais en tout cas, nous, on est sincères. Alors, sur les différentes facettes de l'immigration, c'est important, je pense aujourd'hui, surtout dans le monde dans lequel on vit, du sport, puisque c'est un peu le dénominateur commun qu'il y a entre nous quatre aujourd'hui ici présents dans le studio. L'éducation, c'est un sujet qui revient de façon très récurrente dans ce podcast. À chaque fois qu'on pose des thématiques, on se dit toujours la solution se trouve dans l'éducation. Et je pense qu'on va se poser les bonnes questions, on essaiera d'y répondre comme l'on peut. Et d'un phénomène assez dramatique qui est celui de la drogue et qui touche un peu nos jeunes générations. Alors permettez-moi, cher invité, de mettre tout de suite les pieds dans le plat et d'ouvrir
le débat en posant la question suivante. Quels sont les principaux défis auxquels les immigrants en Côte d'Ivoire sont-ils confrontés aujourd'hui lorsqu'on est immigrant en Côte d'Ivoire? Déjà qu'est-ce qu'on appelle immigrant en Côte d'Ivoire, Salif? Déjà, il faut savoir qu'on appelle immigrant en Côte d'Ivoire celui qui vient d'un pays limitrophe ou qui quitte carrément dans un pays très loin de la Côte d'Ivoire, qui vient s'installer pour faire des affaires, qui vient aussi s'installer souvent sans aucune opportunité réelle et qui va chercher à grouiller entre griffes pour trouver quelque chose à faire sur place, parce que Abidjan, la Côte d'Ivoire, est perçue pour beaucoup comme un Eldorado, là où on peut s'affirmer, là où on peut se réaliser, là où on peut exister et puis envoyer un peu d'argent à la famille qui est restée à l'étranger là-bas et tout. Donc, est perçu comme immigrant ici, celui-là. Samuel, tu penses à quelque chose en particulier? Oui, en fait, un peu plus dans le volet, on dira, des normes, parce que l'immigrant est celui-là qui, limite, arrive, mais de façon clandestine, à la limite. Oui. Pour moi, c'est un peu plus là. Mais dans la quête donc, de l'Eldorado, et on le sait, la Côte d'Ivoire est cette terre hospitalière qui accueille pratiquement tout le monde. Et terre voilà, d'espérance et pays de l'hospitalité. Exactement. Et au fur et à mesure, donc, dans sa démarche, va chercher à régulariser une telle ou telle situation, va essayer de commencer déjà par les petits boulots et puis se remettre dans le sens de la marche, fonder une famille, créer un environnement qui pourrait donc l'aider à voir un peu plus l'amour du pays dans lequel il a atterri. Et généralement, on choisit sa terre, en fait. L'immigrant choisit sa terre. Il se dit, je serai mieux là-bas. Ça part d'un principe, très souvent, c'est le pays de rêve qui t'accueille en tant qu'immigrant, parce que tu te dis, c'est la terre promise, donc tu fais tout pour y aller. Et quand tu y arrives, tu essaies de trouver maintenant comment t'en sortir, parce que la réalité du terrain est tout autre. Voilà. Si tu es venu en vacances pour voir comment ça se passe et qu'après tu décides de t'installer, bah, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas du tout la même ambiance et ce n'est pas du tout les mêmes réalités. C'est vrai. Mais moi, je voulais rebondir un peu sur ce que tu dis. L'Ivoirien, avec un grand I, par rapport à beaucoup de pays dans le monde, hein, il faut être un peu chauvin, c'est accueillir. Ouais. Ça fait partie de son ADN. Lorsque je vois que, par exemple, la CAN qui va bientôt arriver, on parle de la CAN de l'hospitalité, on voit tout de suite qu'on est dirigé vers l'accueil. On va, limite même, on sait que, par exemple, les éléphants ne vont pas avoir de grandes chances. Hein, ça serait la cerise sur le gâteau. Hein. Soyons honnêtes entre nous. On sait qu'il y a des cadors qui arrivent, qu'il y a des équipes qui ont prouvé au dernier mondial qu'elles ont un rôle important à jouer sur la scène du football africain et qui ne vont pas venir être spectateurs et profiter de la beauté des paysages ivoiriens. Mais après, il y a la réalité de la compétition. Voilà, aussi, il y a la réalité de la compétition. Mais cette parenthèse étant fermée, on voit tout de suite que le peuple ivoirien est orienté tout de suite sur sa volonté de mieux accueillir tous les étrangers qui vont arriver sur la terre des Burnis. Qu'est-ce que tu penses de ça, Roméo? Moi, je pense que c'est culturel. C'est culturel, c'est historique. Déjà, c'est vrai qu'il y a un adage qui dit que le client est roi. En Côte d'Ivoire, c'est l'étranger qui est roi. On ne parle même pas d'étranger, on parle de frères. C'est l'un des rares pays, sinon le seul, qui, dans son hymne national, invite à l'hospitalité. C'est ça. Et cela se ressent par le peuplement même du pays. On parle de Côte d'Ivoire, terre de peuplement. Pourquoi? Parce que la plupart des 63 ethnies qui composent la Côte d'Ivoire sont venues d'ailleurs. Donc c'est une terre de peuplement, terre d'accueil. Donc quand on est venu d'ailleurs pour trouver du réconfort sur une terre, automatiquement,
on se sent proche de celui qui fait pareil. Et on a envie que celui qui a quitté sa terre dans des difficultés pour trouver un endroit meilleur, un mieux vivre, puisse se sentir à son aise, comme nous également, on a été accueillis sur cette terre-là. Donc, quand cela tire son fondement dans l'histoire même du peuplement de la Côte d'Ivoire, automatiquement, les peuples qui la composent, qui composent donc notre pays, qui composent cet espace géographique, sont forcément accueillants, sont forcément aimables. Donc, je pense que la canne de l'hospitalité, ça va de pair avec la nature même de l'Ivoirien qui est capable de coucher dehors pour laisser l'étranger dans la chambre. Donc, c'est ce qui va se passer lors de cette canne et c'est ce qui se passe en général dans notre pays, vu la floraison de nationalités qui s'y sont établies. Est-ce que ce n'est pas une force de pouvoir s'élever à ce point pour pouvoir accueillir l'étranger sur sa terre? Est-ce que ce n'est pas en même temps aussi sa plus grande faiblesse? Parce que on ouvre les portes, donc on accueille, mais est-ce qu'on n'accueille pas aussi n'importe qui? Et est-ce qu'on ne se retrouve pas des fois dans des situations où on se retrouve avec des personnes sur le sol ivoirien qui, au lieu d'apporter le positif que l'on cherche ou de rendre l'hospitalité, l'amour et l'accueil qu'on leur donne lorsqu'ils foulent le sol ivoirien, est-ce que des fois on ne se fait pas un peu spolier par des personnes qui viennent avec de mauvaises intentions? Comment est-ce qu'on peut, je ne sais pas, mettre une politique, un filtre Non, mais ça va toujours exister. En clair, c'est l'humanité qui est comme ça. En clair, si on veut réfléchir et aller dans ce sens, on va se fermer totalement. Alors que le monde aujourd'hui est en train de s'ouvrir un peu plus. Il est interconnecté. Voilà, la Côte d'Ivoire a ça dans son ADN. Et c'est d'ailleurs la grande richesse de ce pays, c'est la diversité. Tous ceux qui sont venus d'ailleurs ont contribué à positionner la Côte d'Ivoire. Ça peut être sa faiblesse, mais c'est sa grande force. Et on retient le positif, en fait. C'est sa grande force. Après, il y aura toujours donc des personnes pour croire qu'on peut, parce qu'il y a cette aisance de s'installer en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a une certaine légèreté et une certaine fluidité aussi pour faciliter les choses et l'installation des uns et des autres, les lois ne sont pas forcément rigides. On va se dire que par rapport à cet environnement assez intéressant, on peut se faufiler entre les mailles du filet, faire ceci, faire cela. Mais c'est là qu'il y a cette petite restriction qui impose et qui dit que malgré toute cette ouverture, il y a quand même des règles à respecter, il y a quand même ceci, il y a quand même cela. Et de plus en plus, le gouvernement actuel est en train d'y travailler, est en train de dire nous sommes accueillants, nous sommes chaleureux, nous sommes hospitaliers. Mais attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, il y a des règles. Mais Samuel, comme Farid l'a dit, je pense qu'il faut faire un peu attention aussi à tous ceux qui viennent. Nous sommes un pays hospitalier, c'est bien, c'est la canne de l'hospitalité. Les populations sont assez chaleureuses avec ceux qui viennent, mais en même temps, il faut prendre des mesures sécuritaires parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de fléaux quand même qui sont là, qui se sont installés à nos portes. Et même à l'intérieur. Et même à l'intérieur. Donc, il faut faire attention quand on accueille aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup plus au niveau de la sécurité. C'est cela. Mais on ne demandera pas à tous les Ivoiriens d'assurer même leur sécurité, de contrôler automatiquement l'étranger qui se présente. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est beaucoup plus au niveau de la sécurité intérieure et extérieure, de prendre des dispositions pour que de façon fluide, on sache à qui on a fait quand la personne est une fois sur le territoire. Mais l'Ivoirien, dans sa quête d'hospitalité, dans sa quête de vouloir accueillir l'étranger, je vais dire, il n'a aucun problème. Ça est dans notre ADN. On ne pourra pas demander aujourd'hui à un Ivoirien X de chasser un autre Ivoirien Y parce que les liens sont forts. Il y a des liens d'amitié, des liens de fraternité qui se sont installés au fur et à mesure qu'on a avancé. Donc aujourd'hui, c'est une même famille, c'est la même sensibilité, c'est la même façon de voir les choses. Tiens, je disais que j'ai vu un papier récemment qui m'a montré quelques astuces avec des plantes mais vraiment traditionnelles
et qu'il a même pris lui-même et il était en train de m'expliquer à quoi est-ce que ça servait. Mais celui-là, je veux dire, il n'a pas forcément une origine ivoirienne, mais il a fait. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont installés depuis des années, mais qui vivent vraiment comme des Ivoiriens. Donc quand on voit cela, ça donne beaucoup d'émotions et puis beaucoup de fierté parce qu'on se dit qu'on n'a pas accueilli les gens pour rien, on les a accueillis parce qu'aujourd'hui ils sont devenus de vrais Ivoiriens, ils parlent comme nous, ils mangent du garba. Mais je vous donne tout le sens alors du choix de la musique Jérusalem d'Alpha Blondy. C'est pour cela en fait que j'adore ce titre-là, parce que tout comme Jérusalem, la Côte d'Ivoire a un peu cette terre promise pour beaucoup au niveau de la sous-région, mais même d'ailleurs. Même au-delà. Même au-delà. Pour dire quoi, on a toujours connu ce pays et on ne faisait aucune différence entre un blanc et un noir. Je parle de Treichville, je parle de Marcory, on sait combien de Libanais, voilà, tous ceux-là qui sont là. Mais il y avait cette grande fraternité entre nous, il n'y avait pas de barrière. Et même avec nos frères maliens, burkinabés et tout ça, mais on vivait en grande harmonie jusqu'à ce que malheureusement, il y ait eu l'épisode de la crise qui a fini par repositionner chacun dans une certaine limite, avec la peur de l'autre, et qui nous a permis de voir autrement l'autre que comme on le voyait d'habitude. Donc, c'est vous dire que, effectivement, ouvrir, c'est bon, mais voici l'une des conséquences, par exemple, et qui finit par faire que l'on fasse plus attention à ceci ou à cela. Mais vous voyez que, malgré cela, on a su rebondir. Mais on a su rebondir pourquoi ? Parce qu'il y avait ça, cette compassion pour l'autre que l'Ivoirien a toujours eu, et cet amour véritablement sincère. Francis Ganou, il ne va jamais oublier cette première en Côte d'Ivoire parce qu'on sait accueillir. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que c'est vrai, ça peut être une faiblesse, mais c'est l'une des grandes forces qui fera que même quand quelqu'un veut faire du mal à un Ivoirien, il finira par réfléchir et par penser à cette première fois et la façon dont il a été accueilli. Donc du coup... Moi, je dis très souvent aux gens qui viennent, même en visite, pas forcément pour immigrer en Côte d'Ivoire, par mon expérience dans la sous-région, il n'y a que le Ghana un peu qui a cette similitude avec la Côte d'Ivoire. Lorsque tu compares avec d'autres pays, sans forcément les citer pour que personne ne se sente visé, en Côte d'Ivoire, il y a cette force-là, lorsqu'il y a un conflit, peu importe, que ce soit... c'est super embouteillé actuellement, donc tout le monde est dans sa voiture un peu nerveux, ne veut pas laisser passer l'autre, c'est ça. etc. Donc c'est une espèce de concours d'ego, comme si on était dans une course de rallye, et qu'il faut arriver le premier, qu'il ne faut pas laisser passer qui que ce soit. Des fois, très simplement, juste en disant pardon, beaucoup de conflits se dénouent et s'aplanissent de façon très très naturelle. L'Ivoirien sait accepter le pardon, et par le pardon est automatiquement et culturellement ouvert sur le dialogue et ne va pas suralimenter le conflit ou le débat. Exactement. En général, dès que tu dis pardon, même à une autorité, même à quelqu'un qui était complètement rouge de colère, dès que tu demandes pardon, tout de suite, la température redescend et on peut recommencer à discuter. Et c'est un peu ce message-là que moi j'aimerais bien faire passer à tous ces gens qui arrivent maintenant ou depuis quelques années ou qui projettent de venir vivre, s'installer en Côte d'Ivoire. C'est de déjà respecter le pays et la population qui vous accueille. Rien que ça. Respectez cela, parce que déjà dans votre parcours de vie, la Côte d'Ivoire vous donne une seconde, peut-être même des fois même une troisième chance dans votre parcours de vie de pouvoir réaliser quelque chose lors de votre passage terrestre. Et ça passe par des valeurs très simples qui sont le respect,
le pardon, le dialogue, la discussion, la compréhension, et ne pas oublier que c'est cette terre et cette population-là qui nous accueille. Mais pour te mettre à l'aise, on dit très souvent, n'est-ce pas Roméo, tu vas peut-être me contredire, je ne sais pas, mais l'Ivoirien n'aime pas foutaise. Non, il n'aime pas foutaise. non, il n'aime pas en foutaise. fait, tu peux tout faire. Sauf lui manquer de respect. Ne lui manque jamais de respect, parce que c'est là même que tu vas trouver garçon en face de toi. Mais il parle mal souvent quand même. Non, oui, mais quand on le cherche. Au fait, l'Ivoirien n'est pas belliqueux. Pas du tout. L'Ivoirien, c'est un tchatcheur. Tu le cherches au niveau du verbe, tu seras pas à sa taille. Mais dès que le débat commence à devenir physique, tu vas voir qui va se retirer. Parce qu'on n'a pas cette culture. Même dans la plupart des ethnies, il y a les alliances interethniques. Il y a des taquineries, il y a des alliances à cousinerie, il y a des taquineries entre plusieurs régions du pays. Donc déjà là, on est éduqué à se taquiner et à pardonner. Dans la plupart des alliances, c'est des pactes de non-agression. Donc quand vous avez grandi dans une société où l'agression physique est proscrite, automatiquement, vous fuyez cette agression physique-là. Mais par contre, au niveau du langage, on est habitué, entre guillemets, comme on le dit encore, à s'attacher. Donc, si tu cherches la bouche d'un Ivoirien, je pense que les camions, la belle famille l'a compris, ils se sont déconnectés de Facebook pendant plusieurs mois. Il ne faut pas nous chercher. Les gens du continent. Eux, ils sont le continent, nous, on est la planète. Yes. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il n'y a rien qui fait mal à l'Ivoirien. Non, en vrai. Parce qu'avant même de commencer à t'attacher, entre guillemets, lui-même, il parle de lui. J'ai un gros ventre, j'ai de gros yeux, j'ai de grosses oreilles. Qu'est-ce que tu vas dire de lui que lui n'a pas encore dit? Maintenant, il se concentre sur toi. Voilà. Oui, parce que tout ce que tu vas dire sur lui, ça glisse. Ça glisse déjà. Donc, c'est véritablement se conformer aux règles, parce qu'il ne faut pas que la liberté devienne liberticide, et puis beaucoup plus de sécurité. Parce que quand on rentre dans un pays, il faut se conformer aux lois. Qu'on soit là de façon illégale ou légale, on a la chance d'être dans un pays où, je vais dire, le visa, pour la plupart des pays africains, il n'y en a pas. Oui, déjà que pour l'espace CEDEAO. Ben oui. Il n'y en a pas. Au niveau des cartes de séjour, bon, c'est à un certain niveau et pour un certain critère de résident. Donc, il y a une certaine liberté de circulation, de déplacement et d'investissement. Donc, comme on a coutume de le dire, on ne gâte pas là où on mange. Surtout, et je veux même encore aller plus dans ton sens, puisque dans le cadre de mon activité professionnelle, des fois, on reçoit des visiteurs, donc des fournisseurs, des techniciens qui viennent pour transmettre du savoir, enseigner, ou ne serait-ce même que pour de la pure visite commerciale. Et très souvent, pour venir, ils demandent à l'entreprise d'établir une lettre d'invitation pour qu'ils puissent commencer les formalités de demande et d'obtention de visa. Et très souvent, surtout récemment, ça devient de plus en plus restrictif. Donc, on voit qu'il y a un travail qui est mis en place de contrôle. L'obtention du visa pour venir en Côte d'Ivoire est de plus en plus difficile. Et je pense que c'est quelque chose de bien. Après, maintenant, en local, il faut qu'il y ait un grand travail de sensibilisation qui soit fait, surtout à travers certaines communautés, pour éviter les dérives, comme tu as parlé. Il ne faut pas que la liberté devienne liberticide et que ça reste toujours dans un cadre convivial et surtout du respect des lois de ce pays. On est dans un pays où un système juridique est en place et en train d'appliquer ces lois et il faut, comme toute personne qui rentre dans n'importe quel territoire, se soumettre à la loi du pays. C'est que ce sont des règles simples de vie. Hein. Il faut simplement savoir cela, parce que je veux dire que mon pays, c'est comme ta maison, c'est comme ma maison. Je ne viens pas dans ta maison pour faire la loi. Quand je viens dans ta maison, je regarde d'abord ce que tu fais. Mais tu sais qu'est-ce qu'on dit ? Et je demande toujours la permission avant de faire quelque chose. Tu sais qu'est-ce qu'on dit en Côte d'Ivoire ? On dit si tu rentres dans un village et que tu vois les gens marcher sur les mains, il ne faut pas te poser de questions. C'est clair. Ouais, marche sur les mains aussi. Les mains aussi. Il faut suivre. Ouais, c'est juste... Non, ça, c'est juste pour rigoler, je crois. Mais après, il y a quelque chose qui est assez sacré en Côte d'Ivoire, comme on l'a dit depuis, c'est le respect. Ouais.
l'Ivoirien tient au respect. L'Ivoirien n'aime pas foutaise. L'Ivoirien n'aime pas et foutaise. Samuel l'ont dit. Et moi, j'ai assisté souvent à quelques scènes comme ça où, pour aller dans le sens de l'intégration, on a même des corps de métier ici qui sont dévolus carrément à certains corps, à certaines personnes. Donc, comme le choukouya, Roméo n'irait pas faire du choukouya. Je ne sais pas, il ne sait pas comment on le fait. Mec n'irait pas faire du garba. Ah, il y a des Ivoiriens qui font shawarma maintenant. Qui font maintenant, ouais. Ça, c'est maintenant, mais avant, ce n'était pas le cas. Et même si vous les prenez, ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Il y a des spécialités. Et puis... et la compétence même et puis si Roméo fait du choukouya, moi je lui dis en même temps je n'irai pas là-bas parce que moi je sais où je trouve le bon choukouya. Donc je veux dire pêle-mêle, je vais tout manger. Voilà, donc c'est gâté. Bon, ça me surprend pas d'ailleurs. Donc je veux dire pêle-mêle, il y a ce petit code qui fait qu'aujourd'hui quand on vient et puis on s'installe, on sait déjà qu'est-ce qu'on a à faire. Exactement. Ou qu'est-ce qu'on fera. Donc c'est le respect qui amène tout cela. C'est le fait de respecter l'autre, de savoir que l'autre va venir demain, mais qu'est-ce qu'il fera? Il va faire ceci. Mais il ne faut pas qu'il vienne marcher sur moi, mes plates-bandes. Il ne faut pas qu'il vienne faire ce que moi je fais déjà. Donc, en quelque sorte, il y a cette petite discipline qui s'est installée, qui est magnifique et c'est beau à voir. Mais Salif, ce papy même dont tu as parlé, mais il connaît. On ne dira pas son nom. Non, on ne dit pas justement. Okay. Ce que je veux dire, c'est que... On l'invitera et puis vous serez là. Tous les anciens, mais quand ils te parlent de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont imprégnés depuis bien longtemps des valeurs ivoiriennes, ils savent comment prendre ce peuple-là. Mais tous les nouveaux, quand ils arrivent, on voit tout de suite la différence. Ils se cherchent. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Et quand ils arrivent, ils se comportent autrement. C'est cela. Je veux dire, c'est dans l'information. Peut-être qu'on leur a vendu l'idée d'un pays ultra ouvert. Il y a de ça. Et puis après, moi, par exemple, je voudrais donner le cas de la communauté libanaise, par exemple. La communauté libanaise en Côte d'Ivoire, sauf erreur ou sauf si je me trompe, moi, je vois deux mouvements, on va dire. Je vois, pour pas dire deux catégories, je vois vraiment deux mouvements. Je vois ceux qui sont là depuis longtemps, c'est générationnel. Ouais. On parle d'une arrivée en Côte d'Ivoire pour certaines familles qui sont là depuis longtemps. Mais même avant ça, Samuel, il y en a qui sont arrivés fin 19e. Waouh. Ouais. Moi, je prends le cas de ma famille côté maternel, née en Côte d'Ivoire avant l'indépendance. Avant même qu'on dise qu'un individu est ivoirien. Avant l'indépendance. C'est bien ce que ça veut dire. Donc, à un moment donné, dès l'instant où... Et là, je reviens un peu sur une chanson de Tikenja qui disait qu'à partir d'un moment, telle population, on les a appelés Ivoiriens. Donc, cette catégorie, ce mouvement-là, par exemple, de Libanais, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire pour une raison. Ils sont arrivés pour la recherche d'une vie meilleure. Ouais. Il y avait, à cette période-là, au moment des grands mouvements migratoires dans le bassin méditerranéen, il y avait, et encore même, ça ne s'appelait même pas le Liban, c'était la Grande Syrie. Donc, tu avais tous ces mouvements-là du bassin méditerranéen qui fuyaient. Donc, tu avais les Syriens, les Syro-Libanais, tu avais les Grecs, tu avais aussi les Italiens, tu avais quelques personnes du Maghreb, tu avais des Turcs. Et d'ailleurs, on retrouve par exemple une forte communauté d'Italiens en Amérique du Nord. On trouve une forte communauté de Turcs en Allemagne. On voit certaines personnes du Maghreb qui sont arrivées aussi en Côte d'Ivoire. On retrouve des Grecs un peu partout dans le monde, même en Côte d'Ivoire. Oui. On trouve aussi des Syro-Libanais qui sont arrivés d'abord en Guinée-Conakry et ensuite à Dakar. Il ne faut pas oublier que Conakry et Dakar étaient, à l'époque des colonies, les deux grandes villes phares pour les Français. Et ils avaient besoin d'avoir des gens, parce que tu avais tous ces mouvements-là qui partaient par bateau, qui arrivaient à Marseille. Et tu avais le grand comptoir de la colonie française avec l'armée, avec tous les gens qui venaient, les colons qui partaient et qui venaient et qui arrivaient, et qui disaient à ces populations qui avaient commencé à fuir le bassin méditerranéen en raison de famine, en raison d'une recherche de vie meilleure, arrivaient là-bas et on leur disait, bon, nous on a besoin que certaines personnes occupent certaines colonies
1 franc que vous allez gagner dans les colonies, si vous revenez en métropole, ça va valoir 2 francs, par exemple. Donc, c'est comme ça qu'ils arrivaient à bloquer certaines personnes, à les amener dans les colonies. Et donc, ces gens-là, sans rentrer plus en détail, sont arrivés en Afrique francophone parce qu'ils fuyaient la famine. Ça, c'est un comportement qu'on peut voir encore aujourd'hui. Vous qui avez certainement des amis libanais, oui. Quand vous partez avec eux ou que vous êtes invité à manger avec eux, vous voyez toujours l'abondance. Et je suis sûr et certain que vous avez remarqué qu'ils veulent manquer de rien chez eux à la maison. Oui, toujours. Pourquoi ? Parce que dans leur ADN, et je m'inclus, est inscrit le fait qu'il est possible qu'un jour tu puisses manquer de nourriture et à boire. Donc, dans l'éducation, ça a été transmis de génération en génération et on retrouve ça encore aujourd'hui dans certaines familles qui sont là depuis très longtemps. Cet accueil, donc cette hospitalité, le fait que quand tu viens chez eux, ils te reçoivent, ils te donnent à manger, jusque tu as les dents du fond qui sont encore dans la sauce, et parce qu'ils ont quitté un contexte de famine qu'il y avait dans le bassin méditerranéen pour venir dans un pays qui les a accueillis. Donc, ils seront éternellement reconnaissants par rapport à ça. Et tu vas avoir un deuxième mouvement qui a quitté après la guerre du Liban. Je reste sur l'exemple de la communauté libanaise, qui a quitté après la guerre du Liban et qui est arrivé avec une empreinte très forte de vivre dans le chaos, dans un système où c'est la loi du plus fort qui prime. Et donc, tu vas remarquer que cette catégorie de gens-là qui va arriver dans un pays comme la Côte d'Ivoire, je ne veux pas nommer les autres pays parce que je n'ai pas la prétention de après les années 60 ou bien... Non, la guerre du Liban, c'était pendant les années 80, 90. Et puis, après même, tu as eu 2000, 2006, où il y a eu encore des conflits au Moyen-Orient, où beaucoup encore sont partis pour essayer de s'en sortir. Bah, eux, ils ont vécu la guerre pendant des années et des années, et peut-être même des décennies, des scénarios de tension où, en fait, il fallait être le plus fort pour pouvoir s'en sortir. Et s'ils arrivent dans un pays où, on va dire, la réglementation n'est pas punitive, mais à l'extrême, ils vont toujours avoir cette mauvaise habitude de se comporter comme s'ils étaient dans la jungle et dans la loi du plus fort. Donc, il faut vraiment, en tout cas, tu parles d'interconnexion. Elle existe, je pense, avec cette communauté qui est là depuis très longtemps. Oui. La nouvelle qui arrive doit se mettre au diapason pour pouvoir, elle aussi, s'interconnecter et ne pas porter préjudice à la communauté qui arrivait avant. C'est ça. Et c'est très important de faire passer ce message-là. Oui, mais Farid, moi je me rappelle bien, on ne peut pas parler de cette politique d'immigration si on n'évoque pas le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui a beaucoup œuvré pour que cela se passe comme ça. Je me rappelle qu'à l'époque, des journaux avaient titré les Libanais d'Houphouët-Boigny parce que, entre griffes, certaines populations ne se sentaient pas à l'aise vis-à-vis de Est-ce que tu te rappelles, lors de sa grande conférence qu'on peut trouver en ligne, est-ce que tu te rappelles des mots qu'il a dit exactement? Oui, je viens. C'est de ça même que je veux parler parce que Houphouët-Boigny, il a une histoire avec tous ces pays-là. Parce que pour être député, Houphouët a dû obtenir le vote du Burkina Faso, du Mali, pour être député. Parce qu'à l'époque, il n'a pas commencé libéral-démocrate, il a commencé communiste. Donc, il était combattu au sein du Rassemblement démocratique africain. Donc, il a tout de suite compris qu'il fallait s'associer à tous ces peuples-là. Vous irez au Mali, à Bamako, vous irez au Burkina Faso, à Ouagadougou et plein d'autres pays. On vous dira qu'Houphouët-Boigny a une histoire particulière avec ces pays. Il a même souvent laissé des maisons là-bas. Donc, c'est une question qui a tout de suite attiré l'Ivoirien parce que le premier président de l'État avait également une vision d'intégration. Ouais. Il avait une vision pour ceux qui allaient venir s'installer parce que vous irez même dans certains de ces champs encore en Côte d'Ivoire, vous trouverez des Burkinabés qui se sont installés, qui ont travaillé et qui jusqu'à présent sont encore là. Donc, il n'avait aucun problème avec cette question d'intégration. Et moi, je me rappelle bien de cette conférence, effectivement, où
il y a une journaliste qui lui avait posé la question et il a dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on en fasse des Libanais d'Houphouët-Boigny? Ce sont des Libanais, ce sont des Ivoiriens. Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on les attache à moi, ma personne? Ils sont installés, ils vivent. Et je vois qu'ils ont quand même plus ou moins embauché quelques Ivoiriens qui travaillent avec eux. Donc, il n'y a aucune distinction, aucune différence à faire. Je me rappelle bien de cette conférence. Il avait aussi surtout dit quelque chose qui m'a, à titre personnel, profondément ému et marqué. Oui. Il a dit que ce sont des frères que Dieu vous a donnés pour la vie. Ouais. Et il avait une certaine vision. Et on en parlait dans un épisode, par exemple, tu parles des traces qu'il a laissées en dehors de la Côte d'Ivoire que pas beaucoup d'Ivoiriens savent. Par exemple, quand il était président, il a financé un hôpital à Marseille, qui s'est longtemps appelé l'hôpital Félix Houphouët-Boigny. Tu vas au Sénégal, tu vas au Mali, tu vas au Burkina, il y a des avenues, des bâtiments qui portent le nom du président Félix Houphouët-Boigny. Même en Égypte. Hein. Oui, même en Égypte. Et bien sûr. Moi, j'ai vu une rue qui s'appelle la rue Félix Houphouët-Boigny. Au Maroc aussi. Qui est vraiment très animée. Au Maroc, là, c'est carrément un boulevard. À Casablanca, c'est Casablanca. Oui, à Casa, oui. À Casa, un boulevard énorme. Donc oui, il y a une tradition. Et à nous d'essayer à notre échelle, d'essayer d'inclure et d'apaiser, et puis on va dire, enseigner les valeurs et les principes moraux que la Côte d'Ivoire a choisi pour sa population et ses enfants. Ouais, les liens sont forts entre les très, peuples. très forts. Et ça, c'est à force de parler de cela, à force de ressortir ces informations-là, que donc les nouvelles générations vont finir par s'approprier notre histoire. On a beaucoup parlé d'immigration. Hein. Ben oui. On a passionnant ce sujet. Ouais, c'est très très passionnant. On a presque un peu occulté les autres sujets. On arrive. Mais je sens que Roméo n'a pas aimé l'épisode sur le choukouya. J'ai l'impression qu'il a tout de suite envie de manger du choukouya. Dès qu'on finit, on va aller manger. On va lui faire plaisir. Et on va donner envie à nos auditeurs de s'arrêter et manger un bon choukouya. Quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, il faut manger d'abord. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Il n'est pas un homme libre. Voilà. Dixit. La boucle est bouclée. Dixit. Il a dit. Bon, on va venir. Je ne pense pas qu'on aura le temps d'aborder tous les autres sujets. Mais c'est clair. Peut-être qu'on se retrouvera dans un autre épisode pour parler des autres sujets. Mais je veux profiter de votre présence pour parler de sport. Vous êtes des experts de sport. Oh, tout le temps, pas de sport. Oui, non, mais de sport de façon libérée. On peut parler de sport sans une ligne directive. Ah, d'accord. Alors, et en même temps, je vais essayer de faire le lien avec une deuxième thématique. D'accord. En quoi le sport peut-il jouer un rôle dans la promotion de valeurs éducatives auprès de nos jeunes aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, le sport pourquoi tu montres tout de suite alors Samuel et Salif ont montré du doigt Roméo tout de suite. Mais oui. Non, mais parce que il n'a pas beaucoup parlé. Il n'a pas beaucoup parlé. Donc pour lui, on levait déjà l'idée du choukouya avant. Il passe tout son temps à penser au choukouya. Effectivement. Voilà. Donc on lui donne la primeur déjà et puis nous on viendra renchérir. Alors donc en quoi le sport peut-il jouer un rôle dans la promotion de l'éducation, de valeurs éducatives auprès de nos jeunes, de la jeunesse, de la jeune génération? D'abord, on va dire que le sport, c'est une forme d'éducation. Puisque le sport rime avec certaines valeurs, le fair play, l'assiduité, le respect et la discipline. Il y a des études, certes, qui ne sont pas scientifiques, mais qui ont prouvé que tous les adeptes des arts martiaux, surtout au niveau des enfants, développent une certaine capacité de réflexion et de concentration lors des cours et ont un certain respect pour leurs enseignants, parce que c'est ce qui se passe dans les dojos. Donc, généralement, quand on répercute cela dans le système scolaire classique, on se retrouve avec un enfant beaucoup plus malléable. Donc, le sport, pour les sports de combat, arrive à canaliser le trop-plein d'énergie des enfants pour le disposer au savoir intellectuel. Maintenant, il y a les valeurs intrinsèques liées à tout sport qui sont communes à tous les sports. Donc, vous avez le fair play,
et surtout la saine émulation. On est dans une société où aujourd'hui, qu'on n'ait pas peur de le dire, on est dans une société d'élite. C'est une société élitiste. C'est ça, non? Élitiste. Élitiste, voilà, j'ai fourché sur le mot, élitiste. Donc, on n'est plus dans l'éducation de masse. On est aujourd'hui dans faire sortir l'élite, promouvoir, et puis mettre cette élite-là sur un piédestal. Donc, quand vous n'avez pas appris à compétir, quand vous n'avez pas appris à perdre, à apprendre de votre défaite, vous relever pour gagner, c'est difficile. Très souvent, après un échec, 2 échecs, l'enfant peut sortir du système scolaire ou bien se dire que ce n'est pas ma voie. Donc, avec le sport, avec les valeurs du sport, vous arrivez à créer un élève, un étudiant à même de pouvoir accepter les différentes difficultés du système scolaire. Donc, sport et études riment ensemble, d'où l'éducation physique et sportive dans le système scolaire. Nous, on a coutume de dire que lorsque vous butez sur un exercice, allez faire du sport, allez dégager votre esprit. Quand vous revenez, vous êtes beaucoup plus clair, vous avez beaucoup plus les idées libérées pour pouvoir gratter et traiter l'exercice. Je vais rentrer dans tes 5 mètres, Roméo. Tout ça, c'est la théorie. Théorie. Ça, c'est la théorie. Ouais. Maintenant, en Côte d'Ivoire, quel est l'encadrement? Est-ce qu'il y a un encadrement qui existe? Tu parlais des arts martiaux. Je sais que la Côte d'Ivoire est un pays top, l'élite même. L'élite même des arts martiaux, ne serait-ce que sur le continent africain. Est-ce qu'il y a un encadrement avec les arts martiaux et avec d'autres sports qui aussi font la promotion des valeurs dont tu parlais? Et est-ce que nos jeunes d'aujourd'hui ont des modèles vers qui s'inspirer? Malheureusement, les modèles existent mais ne sont pas promus. À part Cissé Cheick qui sort du lot. On fait la promotion de quoi alors? Voilà, à part Cissé Cheick qui sort du lot. Samuel, il rigole. Samuel, tu rigoles. On fait la promotion. Samuel, on fait la promotion Non, de quoi? mais on en discutait. Pas du coupé décalé. Roméo, il est encore dans sa ligne. Non, le coupé décalé n'est pas. Mais on fait la promotion. Excuse-moi, quand on fait la promotion, par exemple, non, franchement. On est dans une société où on ne sert pas des modèles du mérite, mais on sert des modèles instantanés. Pourquoi? Malheureusement, parce que la masse aime ça. Malheureusement, parce que les parents ont démissionné de l'éducation de leurs enfants. On ne demandera pas à l'école d'éduquer. L'école instruit. Oui. L'école apporte le savoir. Le savoir-vivre, le savoir-être, on l'acquiert à la maison. Quelle est la place de l'enseignant dans le... L'enseignant, c'est l'instruction. Comment apprendre à lire, non, à ça, écrire, à compter. Je t'ai pas demandé la définition. Oui, non, mais c'est ça. Le reste, là, le parent n'a qu'à gérer. Oui, mais aujourd'hui, toi-même, tu sais que le parent dont on parle, qui n'a qu'à gérer. Bon, la preuve, tu es ici en train de faire un podcast, n'est-ce pas? Donc, le parent, pas pour excuser les parents, pas pour excuser les parents, mais le temps et le rythme de la vie aujourd'hui implique que le parent soit toujours parti. Quoi qu'il doit trouver dans cet emploi du temps-là, vraiment suffisamment de temps pour son enfant aujourd'hui afin de le booster un peu. De l'orienter. De l'orienter. Donc en clair, tout le monde est responsable. Tout le monde. Mais ce qu'il dit, c'est véritablement un système qui se met en place et qui limite oblige en fait l'enfant à être excellent par le sport. Je sais qu'on a installé l'OASU qui malheureusement n'est pas très... Tu peux expliquer pour nos auditeurs ce qu'est l'OASU? L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. L'OASU, qui devrait renforcer en fait l'apprentissage ou la pratique du sport à l'école. Mais c'est pas très vulgarisé. Limite, c'est toujours à l'étape de... Ça stagne un peu. Ça stagne un peu. Avant, c'était bon, mais maintenant, c'est... Alors que si ça s'était développé, je veux dire, on a un peu des systèmes qui ont marché, comme en Chine et autres, où le système installe, où l'État installe des sortes de ventouses, de sorte à ce que l'enfant, c'est vrai qu'il est en train d'apprendre, mais c'est obligatoire de faire le sport. On le récupère là-bas, en fait. Et quand on voit qu'il est en train de développer une certaine aptitude, mais finalement, on travaille sur cela. Et à force de ramener tout le monde à la pratique du sport, on a ces valeurs-là qu'on développe aussi. L'enfant finit par intégrer de bonnes choses. On a perdu la culture de l'effort.
Voilà. Et ça, c'est grave. Mon cher Samuel. Au profit de la culture du buzz. Voilà. Parce que Mon même cher aux Samuel. États-Unis, Non, mais parce que la nature a horreur du vide. même aux États-Unis et en France, Donc, si on leur propose rien, vous ne pouvez pas ils être vont vers le buzz. dans l'équipe du lycée, dans l'équipe universitaire, si vous n'avez pas la moyenne, si vous n'avez pas la bourse. Vous voyez? Ça, c'est quand on regarde les grandes universités, les grandes équipes universitaires, c'est conditionné, même dans la plupart des films, Une espèce de culture de l'excellence. Exactement. qu'on a perdu. Aujourd'hui, il y a quelques Ivoiriens qui performent, que ce soit au concours intellectuel ou au concours sportif. Quand on est sur le plan africain, même mondial, on a vu le concours de dictée, on a vu l'ingénierie IA. Ce sont des jeunes filles d'Abidjan qui se sont classées sur le podium, qui ont terminé deuxième. Il y a une certaine élite. Il y a un certain intellect. Mais malheureusement, cet intellect-là n'est pas mis au profit de la masse. Et les masses médias et la démocratisation d'Internet a propulsé au devant de la scène des personnes qui, entre guillemets, ont réussi leur vie, mais au détriment de toute valeur morale. On doit interdire ça. Donc, quand l'enfant regarde que lui, il va aller faire cosinus, il va faire limite exponentielle, logarithme népérien, pour terminer avec un salaire de 200, 300, et quelqu'un s'est levé pour dire à Savon dans l'oreille, on lui donne 26 millions pour ouvrir une ferme, le choix est vite fait. Il préfère être un pitre à être... tout le monde aujourd'hui a un compte Facebook, un compte TikTok, un compte Instagram où il raconte... Mais simplement, faites le tour de nos quartiers, vous verrez ces enfants qui vont s'arrêter devant des bars ou des maquis en train de proposer leurs services pour danser. Faites simplement un tour. Mais quand on voit cela... Et par ricochet, il y a des dérives comme vers la drogue. Exactement. Ouais. Alors, tout est imbriqué, en fait. Alors, quel genre de solution on peut imaginer, hein? On pense que quelqu'un d'important nous écoute, ou nous-mêmes à notre échelle. Quel genre de solution on peut imaginer? Parce que Roméo parlait des médias. Est-ce que le média, par exemple, ivoirien, ne devrait pas être un enseignant passif, ne serait-ce que par ses différents canaux, que ce soit la radio, la télévision, ou même sur Internet, ou même les... Alors, un truc que moi, je n'ai jamais compris. J'étais étudiant, bon, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup d'années. Mais déjà, il y a plus de 20 ans, en Europe, quand tu es étudiant, tu as accès à un tarif, par exemple, Internet pour les étudiants, et tu as accès à du contenu éducatif gratuit mis à disposition. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui, on peut apprendre, ça fait partie de nos réalités, on peut apprendre. On a dans le creux de nos mains, avec nos smartphones, accès à la connaissance illimitée. Ouais. On a aussi accès à tout et n'importe quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau des médias, au niveau de la téléphonie? Je parlais de quand j'étais étudiant, par exemple, je ne vois pas aujourd'hui nos opérateurs de téléphonie faire des passes pour l'éducation. On a des passes sociaux, on a des passes buzz, ou bien je ne me rappelle plus des noms. Oui, mais je sais des passes où tu peux seulement aller sur WhatsApp et Facebook. Oui, mais tout ça, en fait, c'est... Vous savez, ce sujet-là, il est passionnant parce qu'on va parler 1000 fois, 1001 fois si on veut, mais on ne dira pas l'essentiel parce que tout Ivoirien a cette habitude de dire « moi, je ne fais pas la politique ». Moi, je ne fais pas la politique, mais voici de bonnes choses en fait qu'il faut envoyer à la table de l'Assemblée nationale pour voter de vraies lois. Là, on est en train de parler du code qui régit les téléphonies mobiles. Bien, oui. Voilà, dans le code, il n'est inscrit nulle part qu'il faut promouvoir un pass éducatif. Donc, ça n'intéresse aucune entreprise de téléphonie mobile. Excusez-moi, mais TikTok a perverti aujourd'hui notre jeunesse. Je le dis, je l'assume. Non, mais TikTok a été perverti par la jeunesse. Attention. L'origine de TikTok, c'est d'apprendre, c'est éducatif déjà, c'est chinois. Je suis très d'accord avec Roméo. C'est éducatif. À la base, c'est chinois. C'est pour apprendre. À la base, c'est chinois. C'est les Africains qui ont perverti TikTok. Pas seulement les Africains, les Européens, les Américains. Mais donc on ferme ça. Et TikTok, c'est chinois. Tu vas partir en Chine, tu vas avoir accès à TikTok. Tu as droit, en tant qu'enfant, à accès à, je crois, 30 minutes ou 1 heure grand max par jour à TikTok. Et tu vas avoir accès à du contenu éducatif. Pas de danse bizarre, pas de challenge idiot, pas de défis franchement stupides. Hein, je cherchais un autre mot, mais je n'en trouve pas. Pas de challenge stupide, c'est que du contenu éducatif. Et l'autorité de régulation sait que, par exemple, c'est un enfant qui utilise
un téléphone a une connexion Internet et qu'il est sur TikTok et qu'il va le limiter dans le temps. Il ne va pas utiliser son téléphone pour faire autre chose qu'avoir accès à du contenu éducatif. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait mettre en place? Mais quelle loi a été votée ici Exactement, on laisse dans trop ce sens. faire. Donc je dis qu'il y a un problème de législation. On n'a pas légiféré là-dessus, on a juste reçu des applications, on les a tous téléchargées. Qui fait les lois, Qui fait les lois en Côte d'Ivoire? Mais c'est l'Assemblée nationale. Est-ce que les membres de l'Assemblée nationale sont conscients qu'ils doivent porter des projets de société? Ils sont l'émanation. Parce qu'aujourd'hui, de ce qu'on parle, on fait un constat de ce qui se passe. Et prendre des décisions maintenant, c'est impacter 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le futur. Les députés sont l'émanation du peuple. Et tu as dit quelque chose qui est intéressant. S'il y a des voix assez puissantes qui nous écoutent. Donc, je suppose qu'il y a des voix assez puissantes qui nous écoutent. Donc, je trouve qu'il faut à un moment donné légiférer, il faut à un moment donné s'asseoir et puis vraiment bâtir de vrais codes. Il faut arrêter de laisser faire. Même le problème qu'on pose là, actuellement, on parle de sport et éducation, mais en réalité, on a créé l'OASU, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, juste pour organiser des compétitions sportives. Ouais, c'est ça. C'est juste pour organiser des compétitions sportives. Je m'appelle Salif, je pense que je suis fort au handball, je suis en terminale D, j'ai des amis qui aussi se retrouvent souvent pour jouer au handball, on crée un petit club, allez, ok, on s'inscrit, on est dans la compétition OASU. C'est tout, ça s'arrête là. Alors, mais en fait, il faut revenir à des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? À l'époque où on a dit qu'il y avait Namama Fadiga, il y avait Mariam Koné qui ont brillé, mais c'est le fruit des efforts d'un monsieur qui s'appelle Roger Abinader. On ne le dit pas assez. Un grand monsieur du sport. On dit simplement l'OASU a fait. Mariam Koné, on dit l'OASU a fait Namama Fadiga, mais on oublie de citer Roger Abinader, qui en réalité était le président du club. Et c'est grâce à ce club-là qu'on a eu des lauriers au handball, au basket et tout à cette époque. Mais ce n'est pas l'OASU. L'OASU a juste permis à ces filles-là d'éclore, qui sont devenues aujourd'hui de grandes dames au niveau du sport. Donc, il faut repartir sur des bases bien précises. Il faut aller à l'INJS, qui est l'Institut national de la jeunesse et des sports, ressortir ce qui a été fait au niveau de cette école-là, et puis vraiment donner une vocation d'études à cet institut. Il ne s'agit pas de former que des professeurs de preuves physiques et sportives. Jusqu'à une récente date, c'est juste ça que l'INJS faisait. C'est maintenant que l'INJS peut former aussi des encadreurs sportifs, mais pas pour aller dans les lycées et autres. Vous pouvez les retrouver dans les différents stades qui ont été construits, ces joueurs architecturaux. Certains sont au Kokan. Certains sont au Kokan. Mais avant, ce n'était même pas ça. C'était juste pour être des professeurs de preuves physiques et sportives. Et puis ça s'arrêtait là. Donc il y a une vraie réforme politique sportive à faire en Côte d'Ivoire. Et puis je pense qu'on pourra éviter les stars qu'on a citées tout à l'heure là, qui ont du savon dans l'oreille et qui disent vous avez vu mon savon. Et puis bon, il y a d'autres qui viennent qui se sont mal coiffés. Et puis ça devient un exemple pour la société. Mais parce qu'il n'y a aucun repère, il n'y a aucune loi qui réglemente tout ça. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de modèle pour la jeunesse. Mais si, il y a des modèles. Il y a des modèles, mais qui ne sont pas suffisamment... Qui sont pas mis en avant. Merci. Qui ne sont pas suffisamment mis en avant et qui n'ont pas, je ne dirais pas de canaux d'expression, mais dont on ne connaît pas le parcours. Parce que l'arrivée peut être belle, mais le parcours est beaucoup plus important. Et ça inspire. Les gens pensent qu'on arrive à un certain niveau parce qu'on a claqué du doigt. On a vu Ngannou, son parcours. On a vu Iron Bibi, son parcours. Le parcours de Sichechek, de Gbagui, le parcours de Youss Labobolé. Mais il faut investir dans le sport. Et il faut que ces stars-là reviennent investir dans leur pays pour servir d'exemple et tirer les autres. Mais quand ils reviennent, on les combat. Non, ils ne sont pas combattus. Ça, c'est un autre débat. Ça serait un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Mais je dirais qu'ils ne sont pas combattus. Comme j'aime à le dire, on n'a pas besoin d'aide du système pour aider le système. C'est tout. Ils reviennent comment? Moi, je veux être candidat au municipal. Je ne viens pas pour dire que je veux être candidat. J'apporte de l'eau, j'apporte des chaises, j'apporte de l'argent, j'apporte des pagnes, je finance des projets. 5 ans plus tard, c'est la population qui me choisit comme candidat. Mais je ne demande pas à la population de me choisir. Il ne faut pas faire le... Il ne faut pas aller trop vite. Non, il ne faut pas aller trop vite et puis il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas possible. On ne peut pas venir comme un cheveu sur la soupe pour dire je suis tant, donc je... Non.
il y a un vécu. Et c'est justement ça que les gens ont perdu. Il faut vivre avec les gens, il faut connaître les gens, il faut remettre l'homme au cœur du développement et au cœur du système. On appelle ça les rouages, fais attention. Je voulais dire FC rouage. Tout développement périn est basé sur l'homme. Tant que vous ne mettez pas l'homme avec grand H au centre de vos préoccupations, tout le reste est éphémère. Vous aurez de l'argent, vous aurez du matériel. Si vous n'avez pas la compétence et la qualité requise pour utiliser le matériel, il ne servira à rien. L'éducation par le sport, c'est possible. Et c'est d'ailleurs dans cela que la Côte d'Ivoire doit commencer à investir. Parce que nous avons des exemples. Nous avons des Cissé Cheick, nous avons des Didier Drogba, des Yaya Touré, des Kolo Touré. Et j'en passe. Nous avons suffisamment de stars qui ont cravaché dur pour arriver. Et qui peuvent inspirer la jeunesse. Et donc, on attend simplement que des politiques soient mises en place. Et d'ailleurs, je veux féliciter le ministère de la Jeunesse qui avait, à travers une dynamique de service civique, je crois, des enfants récalcitrants et autres se retrouvent dans un centre. L'école de la deuxième chance. Merci. Et ça par exemple, j'adore. Ça, j'adore. Sérieusement, j'adore parce que je me dis qu'il y a quand même, il y a quand même de l'espoir pour ces enfants qui n'avaient plus rien, à qui on ne proposait plus rien, mais qui aujourd'hui sont en train de se remettre dans le sens de la marche. Ça, c'est des choses qui peuvent aussi aider. Et si dans le même temps, on leur propose de l'activité physique ou du sport comme tremplin, de sorte à déceler en eux des talents et autres, ce sont des futurs champions. Et il faut que les jeunes comprennent que le sport, c'est un métier. Être athlète, c'est un métier. Ce n'est pas parce qu'on a échoué à l'école qu'on est athlète. Iron Bibi, il est au Canada, il poursuit ses études. Toutes les filles du Mamelody Sundowns qui ont joué la Ligue des champions féminines ont démissionné de leur boulot rien que pour faire du foot. Il y a certaines qui étaient infirmières, sages-femmes, techniciens de laboratoire, institutrices, professeurs des écoles. Parce que la carrière sportive, elle est limitée. Voilà, donc, dans le temps. Le sport, c'est un métier. Et aujourd'hui, quand on regarde tous les anciens footballeurs qui ne serait-ce qu'un certain niveau ont embrassé des carrières d'entraîneurs parce qu'ils ont les aptitudes intellectuelles nécessaires pour aller poursuivre leurs études, avoir leur diplôme et transmettre. Mais ceux qui sont rentrés dans le foot parce qu'on les a pris au quartier, après leur 35 ans, 36 ans, on sait ce que c'est. On les retrouve au quartier. Ils reviennent au quartier. S'ils n'ont pas su investir, s'ils n'ont pas pu avoir... Il y a des gens qui ont échoué en Europe parce qu'ils ne comprennent pas la langue. Tu arrives, tu quittes Abidjan, tu as eu un championnat anglais, même si c'est la deuxième division. L'entraîneur, il te parle en anglais. Il faut que tu comprennes. Au bout de 3 mois, 4 mois, si tu n'arrives pas à suivre sa tactique, mais il te met sur le banc, ta carrière est gâchée, tu reviens dire ce sont les sorciers. Quels sorciers? Les sorciers du village. En clair, c'est ça, c'est possible. Roméo a abandonné sa ligne stricte éditoriale, ça y est, il a commencé à... T'as vu? C'est vers la fin qu'il a commencé à se lâcher. Donc on arrive à la fin de ce podcast. C'est vite passé. Mais quand on passe un bon moment et qu'on discute de choses intéressantes... Mais il faut qu'on remette ça. Mais on va remettre ça. Donc, avant de se laisser, est-ce que Par contre, chapeau pour le ministère de la Jeunesse. Oui, vraiment. Oui. Ah, c'est un beau clin d'œil. J'ai aimé le spot. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Si tu veux que je t'envoie si tu veux que je t'envoie l'élément isolé, tu m'envoies un message et puis je te transfère ça. La resociabilisation des jeunes à travers le service civique. C'est possible. Le ministère... Vraiment. De la promotion de la jeunesse et du service civique. Il y a le service civique et... Le texte, il est beau. Hein? Et même, non, le texte est magnifique. Et même aller même au-delà même de ce que tu dis, des fois, pour empêcher certaines dérives, je le vois dans des populations de la jeunesse, par exemple, européenne, où les valeurs, elles sont complètement... dissoutes aujourd'hui. Ils n'ont plus beaucoup de repères, malgré les infrastructures qu'ils peuvent avoir et malgré tout l'encadrement dont ils peuvent bénéficier. Parce que l'homme n'est plus au cœur du système. Exactement, l'homme n'est plus au cœur du système. Même remettre en place même le service militaire. Carrément. Moi, je suis... Carrément, je suis pour. En vrai, ça donnerait des vraies valeurs. Ils vont aller apprendre à manier les armes là-bas. Non, pas apprendre à manier les armes, mais apprendre la discipline. Le respect du drapeau. Quand je vois les gens marcher lors de l'exécution de l'hymne national, j'ai des palpitations. Roméo, moi, je fais partie de cette génération-là qui a fait l'école de Félix Houphouët-Boigny, où, avant de rentrer en classe, chaque lundi,
il y avait le lever du drapeau. Carrément. Et les vendredis. Avec l'hymne national, vas-y, continue. Et les vendredis, on descendait le drapeau. Carrément. Avec l'hymne national. Ouais. Et donc, il n'y avait pas de différence. On était tous pareils, on portait tous l'uniforme. Le kaki pour certains, le bleu-blanc pour d'autres. Mais on partageait des valeurs très similaires et il n'y avait pas de différence. Il suffisait qu'on se retrouve le week-end quelque part pour comprendre que peut-être on n'était pas du même milieu social ou quoi que ce soit, mais une fois qu'on était à l'école, c'était le dépassement de soi, c'était le partage, c'était la connaissance, c'était union, discipline, travail. Ça, c'était avant. Oui, mais on va être optimiste, on va essayer de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Donc on arrive sur la fin de ce podcast et je vous laisse la parole si vous avez un dernier mot à dire, quelque chose à peut-être ce jeune auditeur qui nous écoute, qui est en dehors de la Côte d'Ivoire ou qui est en Côte d'Ivoire et qui a envie de frapper à la porte peut-être du sport ou de trouver sa voie. Si vous avez un petit conseil, un petit mot à lui donner, et ça sera le mot de la fin. Moi, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. La Côte d'Ivoire a vieilli en termes d'indépendance. Elle a plus de 60 ans maintenant. Donc, quand on prend de l'âge, forcément, il y a eu quelques erreurs, mais il y a aussi eu de beaux moments en Côte d'Ivoire. Et c'est toujours ce pays d'hospitalité-là, de fraternité. C'est ce pays de convivialité, c'est ce pays d'amitié et c'est ce pays de paix qui tend ses bras à tout le monde, qui souhaite être en tout cas l'une des plaques tournantes de la culture, du sport, de la société. Partout, vous verrez des Ivoiriens qui aiment beaucoup s'amuser, mais qui, quand ils prennent du recul, ils sont très sérieux. Ils montrent qu'ils ont assez de professionnalisme, d'intelligence. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous célébrons, que nous aimons et à laquelle nous nous attachons. Nous sommes nés, bien sûr, ici, mais nous restons des enfants du monde entier. Et oui, des enfants du monde entier. D'ailleurs, ce monde entier-là nous verra lors de la CAN 2024. Il faudra venir, il ne faudra pas rester chez soi, il faudra sortir aussi, marcher dans la ville parce que naturellement tout le dispositif sera mis en place pour que nous vivions un moment exceptionnel. Ce sera l'une des CAN les mieux organisées, en tout cas c'est le souhait de tous les dirigeants et la population a également sa partition à jouer, celle de rester donc cette population accueillante, cette population disciplinée, cette population qui a toujours su donner de l'ambiance et donner de la voix, rester à accueillir donc toute cette communauté qui viendra d'un peu partout pour que l'on vive l'une des plus belles CAN. Et puis, continuer d'y croire. Nous célébrons toujours la vie en Côte d'Ivoire parce que pour nous, la vie est plus qu'un trésor et il n'y a pas mieux que la vie. Donc, respecter sa vie, célébrer sa vie, c'est respecter la vie de l'autre, c'est célébrer la vie de l'autre. Restons toujours donc joyeux et voilà, on est ensemble. Bienvenue en Côte d'Ivoire, bienvenue chez vous. Akwaaba. Akwaaba, tout simplement comme le nom de la chanson, de l'hymne de la CAN, comme la mascotte, c'est pour montrer un peu ce symbole-là d'amour de son prochain. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on aime l'autre. Au-delà de s'aimer soi-même, on aime beaucoup l'autre. Donc, bienvenue chez vous en Côte d'Ivoire avec le respect des Ivoiriens et le respect de la terre des Burnis. Voilà, et puis toujours croire que c'est possible. Quelles que soient les difficultés, il faut toujours y croire. Parce que même si le destin il est incertain, la route pour y arriver, elle est certaine. Voilà. Merci. Et surtout manger du choukouya. Ouais, c'est bon, le choukouya, c'est bon. Choukouya de mouton. Hein. Oui, j'étais sûr que tu allais finir par ça. En tout cas, chers auditeurs, merci d'être restés jusqu'au bout de cet épisode ô combien fascinant et intéressant. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, déjà, à savoir Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Et on a même une chaîne YouTube qui commence à recevoir tous les épisodes que nous avons déjà mis en ligne au fur et à mesure. Restez connectés et à très bientôt. Prenez soin de vous. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Live, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment.
posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.